Bonjour, je donne aujourd'hui la solution des exercices 7 et 8 de la série de travaux dirigés numéro 1. Voici l'exercice numéro 7. Donc on se donne dans L2 l'espace des suites xn tel que la série sigma de module de xk au carré converge, c'est-à-dire la suite des nombres complexes de carrés sommables, muni du produit scalaire usuel. On a déjà utilisé ces notions dans des exercices précédents. Alors, on se donne ce sous-ensemble de L2, défini ainsi. Et on nous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé et déterminer son orthogonale dans la première question. Alors, nous allons voir la solution tout de suite. Alors, on rappelle d'abord que dans L2, les formes linéaires, d'après le théorème de Riesz, sont toutes de cette forme-là. Alors ici, nous avons ici l'expression de ce type-là avec un A particulier qui est la suite 1 sur K appartenant à une étoile, qui est un élément de L2 puisque la série de termes général 1 sur K au carré converge. Alors, nous savons d'après le cours que, donc, je viens de le rappeler, que L de Y est une forme linéaire continue, et nous savons aussi que sa norme, c'est justement la norme de Y. Alors, je rappelle la base hilbertienne que nous avons vue dans le cours, la base hilbertienne de L2, formée des EN. EN, EN, c'est quoi? C'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf à la position n où nous avons la valeur 1. Par exemple, E1, c'est cette suite-là. Alors, il apparaît que V, c'est le produit scalaire de X avec E1. Oui, en effet. X1, c'est le produit scalaire XE1. Donc, c'est LE1 de X. Et ceci, c'est le produit scalaire de cet élément de X avec cet élément. Donc, c'est LA de X. Par conséquent, nous voyons ici que c'est l'intersection des noyaux de LE1 et LA. Et comme nous avons rappelé, LE1 et LA sont des formes linéaires continues. Le noyau d'une forme linéaire continue est un sous-espace vectoriel grâce à la linéarité et c'est fermé grâce à la continuité. Donc ici, V apparaît comme l'intersection de deux fermés et de deux sous-espaces vectoriels. Dans les deux cas, si toute intersection de sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, toute intersection de fermé est un fermé. Donc V est un sous-espace vectoriel de L2 fermé. Voilà, tout simplement. Alors, il faut bien faire attention qu'en analyse fonctionnelle, on ne vous donne pas des exercices d'algèbre. Si vous voulez répondre à cette question, surtout ne pas essayer de vérifier que la stabilité de l'addition, multiplication par lambda est stable. Ici, c'est l'analyse fonctionnelle. Donc, essayez de trouver des choses qui se rapportent à des formes linéaires, à des applications linéaires, quand c'est possible, comme ici, dans ce cas-là. Et nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser ces techniques-là. Bien. Deuxième, alors, toujours dans la même question, déterminer l'orthogonale de V. Alors, V, ker de LE1, c'est quoi? C'est les éléments qui sont orthogonaux à E1. D'après la définition de LE1, c'est quoi? LE1 de x, c'est XE1. Donc, les éléments qui vérifient LE1 de x égale 0, ça veut dire les éléments x qui sont orthogonaux à E1. De la même façon, LA de x égale 0, ça veut dire que x est orthogonal à A. Si bien que ce
cet espace donc V orthogonal, VC apparaît comme étant l'orthogonale de E1 et A, cette paire. Bien. Alors, donc, et nous avons vu dans le cours que l'orthogonale d'un ensemble est égale aussi à l'orthogonale de l'ensemble engendré par cette... Si je peux m'exprimer comme ça, si par exemple vous appelez ici S, l'orthogonale de S, c'est l'orthogonale de l'espace engendré par S. Ça, c'est vu dans le cours, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Alors, pourquoi je fais ceci? Parce que j'ai besoin d'un sous-espace vectoriel. Pour appliquer cette relation, lorsque je mets l'orthogonale, ce sera l'orthogonale de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Et c'est égal à ça parce que c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie. Rappelez-vous que cette propriété f orthogonale égale f, nous l'avons vu dans le théorème, comme conséquence du théorème de la projection orthogonale, si f est un sous-espace vectoriel complet dans un espace pré-hilbertien. Ici, nous avons L2, il est Hilbert, donc tout fermé est complet, et par conséquent, il suffit qu'il soit de dimension finie pour qu'il soit fermé. Si vous avez un sous-espace de dimension finie, il est fermé dans l'espace ambiant qui est ici L2, alors donc vous pouvez appliquer cette relation F orthogonale égale à F, et donc vous avez V orthogonale, on récupère ceci. Attention, il ne faut pas utiliser cette relation avec la paire, parce que ce n'est pas vrai pour un ensemble, c'est vrai pour des sous-espaces vectoriels. F, un sous-espace vectoriel, F orthogonale égale F, comme j'ai rappelé les conditions d'application, et vous l'avez dans le théorème de la projection orthogonale. Donc toujours passer un sous-espace vectoriel, puisque S orthogonale égale l'orthogonale du sous-espace engendré par S. Bien. Quand on trouve dans une solution d'examen V orthogonale égale la paire E1A, ça n'a aucun sens parce que l'orthogonale d'un ensemble est toujours un sous-espace vectoriel. Au moins, il contient l'élément 0. Alors, si vous trouvez une paire, vous savez bien sûr que vous avez fait une erreur. L'orthogonale d'un ensemble, quel qu'il soit, est toujours un sous-espace vectoriel, fermé en plus, puisque c'est l'intersection, ou bien c'est un noyau d'une forme linéaire, ou bien continue, ou bien c'est l'intersection de noyaux de forme linéaire continue. Très bien, et ceci donc nous donne la réponse à la question que nous avons trouvée. Alors, si on nous demande quelle est la dimension, alors je n'ai pas donné la dimension, ici la dimension c'est 2. Pourquoi? Parce que E1 et A forment un système libre, évidemment. C'est clair que E1, regardez E1 et regardez A. Si vous mettez lambda E1 plus bêta A égale 0, vous allez trouver alpha égale 0, bêta égale 0. C'est un système libre et donc c'est bien un sous-espace vectoriel de dimension 2. Il ne faut pas, à chaque fois que vous voyez une paire, vous dites c'est un sous-espace de dimension 2. Non, s'assurer, au moins écrire, bien vérifier qu'il est un système libre. Ici, c'est évident. J'ai dit comment faire pour démontrer. La question suivante. Calculer la projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel V orthogonal. Alors, nous allons déterminer la projection orthogonale d'un élément X de L2 sur le sous-espace vectoriel V orthogonal. Nous venons de dire que c'est un sous-espace vectoriel et nous venons de dire qu'il est de dimension 2, donc il est fermé dans L2, et nous avons appris dans le théorème de la projection orthogonale que l'on peut la calculer sur un sous-espace F s'il est complet dans un espace pré-hilbertien. Ici, dimension 2, il est bien sûr complet et L2 est complet également, donc fermé comme
ce sous-espace qui est fermé dans L2, il est complet. Alors d'abord, nous allons rappeler sur ce lemme. Dans le cours, nous l'avons trouvé, sa démonstration, dans la démonstration de l'inégalité de Bessel. Que dit ce lemme? Si F est un sous-espace vectoriel engendré par une famille finie de vecteurs, une famille orthonormale, ça veut dire que ces éléments sont orthogonaux 2 à 2 et que chacun a une norme égale à 1. Donc si cette famille, si F est engendré par une telle famille finie dans un espace pré-hilbertien E, alors la projection orthogonale sur F d'un élément X de E est donnée par cette formule, qui est très simple. Donc nous allons utiliser ceci. Le F, ce qui va jouer le rôle de F, c'est ce sous-espace vectoriel, c'est-à-dire V orthogonal. Et grand E, évidemment, c'est L2. Donc il suffit de trouver une base, une famille qui engendre V orthogonal qui soit orthonormale. Attention, ici, ce n'est pas le cas. E1A n'est pas orthonormal. En effet, le produit scalaire de E1 avec A égale à 1. Regardez la définition de E1 et A. Si vous faites le produit scalaire grâce à la définition que j'ai donnée, vous allez trouver le produit scalaire de E1 avec A égale à 1. D'autre part, A n'est pas normé. Sa norme n'est pas égale à 1. Alors, quelle est la norme de A? La norme au carré, c'est la somme des 1 sur K2, de 1 jusqu'à plus l'infini. Avec les séries de Fourier, nous avons calculé cette somme. Vous avez calculé cette somme dans les sections précédentes, dans les semestres précédents, semestre S3, ça vaut pi au carré sur 6. Bon. Et donc, la norme de A, ce sera la racine de pi au carré sur 6. Ce n'est pas 1. Alors, pour trouver une famille qui engendre, ce sera une base d'ailleurs, je vais dire pourquoi. Il faut trouver une famille qui est orthonormale, qui engendre cet espace V orthogonal. Rien de plus simple. Alors, on voit que la suite B et la suite A et E1 ont une composante en commun, le premier terme en commun qui est 1. C'est ça qui pose un problème. Alors, je prends B qui est A moins E1. Ce B avec E1 engendre l'espace. C'est très facile de le démontrer. Grâce à cette relation, vous démontrez que la paire E1B engendre également l'espace qui est là. Et mieux, je vais normaliser B et donc prendre U égale B sur lambda de A. Cette paire, alors B est définie ainsi, c'est-à-dire la suite A auquel j'enlève la première, le 1 qui était ici pour avoir un 0. Comme ça, il n'y a pas d'interférence si vous voulez, si je peux m'exprimer comme ça, avec E1. Et le produit scalaire sera nul entre B et E1. Et donc aussi entre U et E1, produit scalaire nul. Ça, c'est l'orthogonalité. Ensuite, je normalise. B, je le divise par la norme de B. Alors, quelle est la norme de B au carré? C'est pi au carré sur 6 que j'enlève le 1. Et donc, la norme de U, la norme, de B, c'est ça. Alors, norme de 1 et de U est égale à 1 parce que c'est B sur norme de B. Voici la norme de B. D'accord? Et cette paire, très facile maintenant de vérifier que c'est une engendre V orthogonale et elle est orthonormale. Par conséquent, je peux utiliser le lemme et donc la projection P de X sur V orthogonale, c'est d'après le lemme, produit scalaire de X avec le premier élément de cette famille, E1, fois le vecteur E1, plus X fois le deuxième, X orthogonal, X produit scalaire avec U fois U. Maintenant, il faut peut-être calculer ceci. Alors, X, E1 produit scalaire, c'est X1. Maintenant, je vais revenir à mon B ici. Et U, c'est
B sur norme de B. Donc, il va sortir un norme de B de cette position et de U. Donc, ici, vous aurez norme de B au carré. À la place de U, vous mettez B. Maintenant, le calcul. Alors, je viens de dire que norme de B est égale à ça. Donc, vous mettez le carré de norme de B, ça donne ceci au dénominateur. Et le produit scalaire de X avec B, regardez. Alors, c'est sigma de XK, BK, bar, tout est réel. Donc, c'est sigma de XK sur K. Mais attention, K variant de 2 jusqu'à plus l'infini. Et le B, vous le mettez comme ça. Qu'est-ce que c'est que B? C'est cette suite-là. C'est bien défini. Donc, on a la projection orthogonale clairement et bien donnée. Voilà donc la réponse à la dernière question et ça termine l'exercice. Voilà un autre exercice. Nous allons maintenant redéfinir, puisqu'on l'a déjà vu dans le cours de la définition, le quotient d'un espace vectoriel par un sous-espace vectoriel F, dans le même espace E, qui est fermé. Ensuite, on va répondre aux questions. D'abord, le rappel du cours. Soit E, un espace vectoriel normé, et F, un sous-espace vectoriel fermé de E sur le corps K. Alors, on va voir pourquoi on exige que c'est fermé. Nous définissons une relation d'équivalence dans E. Facile de démontrer. Je ne vais pas aller dans ces détails. D'ailleurs, je détaille beaucoup plus que ce qui est demandé, pour que vous puissiez comprendre. Je rappelle que dans ces cours que je donne à distance, c'est dans le soutien aux étudiants de la licence mathématique, la faculté des sciences du Ch'ta. Et évidemment, si ça profite à beaucoup de gens ailleurs, tant mieux. Donc, la relation d'équivalence est définie ainsi. X, R, Y équivaut à X moins Y appartient à F. Cette relation d'équivalence, elle va donc produire des classes d'équivalence. L'ensemble de ces classes d'équivalence est noté comme ça. On le note E sur F. Voilà. Alors maintenant, nous allons définir la structure. Et je ne démontre pas tout ce qui est algébrique. Je ne le démontre pas, mais je donne la structure, donc les opérations, et je dis que c'est un espace vectoriel sur le même corps. Donc ici, le corps que l'on prend toujours, c'est R ou C. Donc cet espace des classes d'équivalence, cet ensemble, pour l'instant, c'est un ensemble. On définit, d'abord, on note la classe d'équivalence d'un élément X, on la note comme ça, X chapeau. Et c'est, bien sûr, c'est les éléments qui diffèrent de X d'un élément de F, grâce à cette relation. Donc, la classe de X, c'est X plus F. Vous voyez, un élément de E sur F, c'est un ensemble. X plus F, ça veut dire les éléments de la forme X plus Y, Y appartenant à F. En particulier, la classe de 0 est égale à F. Et si X est un élément dans F, donc il est en relation avec 0, et donc sa classe c'est 0 aussi. Sur cet ensemble, on définit l'addition. Regardez, ça c'est une définition. Somme, l'opération plus dans cet ensemble. La somme de deux classes, c'est la classe de la somme dans E. Et la multiplication par un scalaire, lambda, un élément du corps, qui est R ou C, lambda multiplié par une classe, c'est la classe de lambda fois X. Et ça, c'est une opération que nous connaissons déjà, puisque E est un espace vectoriel sur K. Avec ces opérations, E sur F est un espace vectoriel sur le même corps. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la norme. Alors, on définit sur E sur F cette norme. Évidemment, quand vous mettez la classe de X, vous voulez définir la norme. D'abord, je vais faire une remarque. Je note la norme d'un élément de E sur F et la norme d'un élément de E de la même manière. Je ne veux pas changer trop, mettez norme 1, norme 2, et mettre norme 1, norme 2, sinon ça complique. Mais vous savez où est-ce que, si je peux dire, où est-ce que vous mettez les pieds. Ici, c'est un élément de E, donc c'est la norme non E. Ici, c'est un élément de E sur F, donc c'est la norme sur E sur F, sans avoir à changer la notation. Donc, on est bien d'accord. Bon, alors, j'ai dit que si
si vous mettez la norme d'un élément de E sur F, la classe de X, dans la classe de X, il y a plusieurs représentants, tous les éléments de X plus A. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour norme? On ne va pas mettre n'importe quoi, on prend l'inf des normes de tous les éléments de la classe. Voilà, l'inf des normes de tous les éléments de la classe. Et ça veut dire, topologiquement, ça veut dire la distance de X à F. La distance de X à F. On a l'habitude de mettre X moins A, mais lorsque A décrit F, moins A décrit F. Donc c'est bien la distance de X à F. Alors, cette définition est bien cohérente. Ben, si vous prenez un autre élément de la classe, comme je dis l'F de X plus A appartient à F, si je change d'élément, notre représentant de la classe Y, eh bien c'est la même norme de X chapeau, c'est la même que norme de Y chapeau. En effet, si Y est un autre représentant de la classe, X moins Y appartient à F parce qu'ils sont en relation. Voilà. Les éléments d'une classe, ce sont les éléments qui sont en relation grâce à cette relation. Donc X moins Y appartient à F. Norme de X chapeau est définie ainsi. C'est une définition. Pour l'instant, je dis norme, mais je n'ai pas encore défini, je n'ai pas encore montré ces normes. Mais appelons-la norme. Comme ça, je vais pas. Qu'est-ce que je vais appeler ça? Bon, je ne sais pas. Alors, je l'appelle une norme, même si je vais le démontrer tout à l'heure. Alors, la définition de norme de X chapeau, c'est l'inf de les éléments de la classe. Très bien. Bon. Alors, X moins Y appartient à... Ici, mettons, ici, ajoutons Y et retranchons Y. Je ne change rien du tout. Et maintenant, X moins Y est un T qui appartient à F. Donc, c'est l'inf de Y plus T plus A appartient à F. Lorsque A décrit grand F, c'est-à-dire parcours grand F, T plus A, c'est quoi T plus A? C'est l'image, si vous voulez, T plus A décrit aussi, parcours aussi F. Nous avons ici une translation de F. Si vous T plus F, c'est F aussi, parce que c'est un sous-espace vectoriel. Donc ce T plus A, c'est un S qui décrit F tout entier. Donc j'ai bien ici l'inf de Y plus S lorsque S parcourt F tout entier. Et c'est bien la définition de norme de Y chapeau. Donc on a l'égalité. Très bien, donc la définition est cohérente. Voilà, j'ai expliqué lorsque A parcourt F, T plus A parcourt F aussi. Maintenant, je vais montrer que cette définition est bien une norme. Alors, je rappelle la définition, c'est ça, et c'est D de X à F. Retenez bien ça. Bon. Trois choses à vérifier pour une norme ABC. D'abord, si vous prenez un élément de E sur F, dont la norme est nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après, je vous dis de retenir, la norme, c'est D de XF égale 0. Ça veut dire que X est un élément de l'adhérence de F qui est fermé. Alors, voilà pour où on utilise F fermé. Comme c'est un élément de l'adhérence de F, il appartient à F. S'il appartient à F, d'après les remarques précédentes, tous les éléments de F sont les éléments de la classe 0. Donc, X chapeau égale 0. Donc, un élément a une norme nulle si et seulement si il est nul. Cette remarque, je l'ai donnée tout à l'heure dans la définition. Regardez. Les éléments de F, c'est la classe nulle, la classe de 0. Bien, le premier point est démontré. Alors, je veux démontrer maintenant le deuxième point, ceci, pour tout lambda. D'abord, je distingue le lambda nul. Ici, si lambda est nul, 0 fois x chapeau, d'après la définition de la multiplication externe, c'est ça. Donc, c'est la classe de 0 fois x dont E, c'est 0. C'est la classe de 0. La classe de 0, je viens de voir que sa norme, c'est 0. Et 0, c'est aussi 0 multiplié par un réel. Par exemple, la norme de x. Et donc, on a la relation, cette relation vraie pour lambda égale 0. Alors, si lambda est différent de 0,
Si lambda est différent de 0, je reviens à la définition de lambda x chapeau. D'abord, d'après la définition de l'opération externe, c'est lambda de x, le tout chapeau. Donc, la norme de ceci, c'est cette norme. Et par la définition de la norme, c'est l'inf de lambda x plus un y plus l'inf de tous les lambda x plus y parcourant grand F. Maintenant, je vais factoriser lambda. Et ça, c'est une norme dans E. Donc, la factorisation, ça donne donc module de lambda qui multiplie norme de x plus y divisé par lambda. Alors, c'est pourquoi j'ai pris la précaution de distinguer ce cas. Bon, alors le lambda qui ne dépend plus de y, je peux le faire sortir, et j'ai donc l'inf de x plus y sur lambda, c'est un S appartenant à f. Lorsque, tout à l'heure nous avons utilisé la translation, ici c'est l'homothétie. Y sur lambda, lorsque y décrit f, c'est l'image par l'homothétie qui a un élément z associe 1 sur lambda z. Donc ça décrit f aussi, et je peux appeler ça s, s parcourant f. Nous avons donc ici, c'est quoi ça? C'est la norme de x. Ainsi, nous avons montré la deuxième propriété d'une norme. Il nous reste l'inégalité triangulaire pour finir la définition, pour finir les trois propriétés de la norme. Alors, je prends deux éléments dans l'espace quotient E sur F. Alors, d'abord, la somme de la norme de classe de x plus la classe de y. D'abord, ce qui est à l'intérieur, somme de x chapeau plus y chapeau, d'après la définition de l'opération plus, c'est ça. C'est la classe de x plus y. Et donc, la norme de ça est égale à la norme de ça. Et maintenant, c'est inférieur à ça. Si je prends S et T dans F. Parce que pourquoi? Parce que S plus T est dans F. Et cette norme, c'est l'inf de x plus y plus un élément de F. Donc, vous avez bien cette inégalité. Maintenant, j'utilise l'inégalité triangulaire dans E, et donc c'est inférieur à ça. Attention, ceci est vrai, quel que soit x, quel que soit t appartenant. Et bien sûr, pour 2 x et y pris au hasard quelconque. Maintenant, j'utilise la définition de la norme. C'est l'inf. Et l'inf, parmi les propriétés de l'inf, si j'ajoute la norme de x chapeau, c'est l'inf. Si j'ajoute un epsilon sur 2, ce n'est plus l'inf. Et donc, il existe un S epsilon dans f. Je l'ai appelé S epsilon parce qu'il dépend de epsilon. Tel que la norme de x plus S epsilon est inférieure à la norme de x chapeau, la norme dans E sur f, plus epsilon sur 2. Je répète, ceci c'est la définition de l'inf. De la même manière pour y. Regardez ça. Donc, S epsilon dans f, T epsilon dans f. Bien. Alors, j'utilise cette relation 5. Alors, cette norme est inférieure à ça pour S et T quelconque. Donc, en particulier pour S epsilon et T epsilon. Mais, d'après ce que je viens de trouver ici, ce sera inférieur à la norme de x chapeau plus norme de y chapeau, epsilon sur 2, epsilon sur 2. Donc, ça fait plus epsilon. Et ceci pour un epsilon quelconque pris au hasard. Regardez, la finalité de tout ça, c'est pour x et norme de x plus y est inférieure à norme de x plus norme de y plus epsilon, epsilon quelconque. Vous avez fait l'analyse en première année de la faculté. Évidemment, ceci entraîne que ce membre est inférieur à norme de x plus norme de y. Vous pouvez faire epsilon tend vers 0, ce que vous voulez. Voilà, d'après l'analyse, si A est inférieur à B plus epsilon, quel que soit epsilon, alors A est inférieur ou égal à B. Donc, on a la troisième propriété de la norme. Ainsi, nous avons montré qu'on a bien une norme. Alors, on peut donner une autre démonstration si on utilise les epsilons, juste l'inf, etc., et la définition des inégalités, tout simplement. Alors maintenant, nous avons une deuxième question. Alors, que dit cette deuxième?
Alors, montrer que si E est un Banach, E sur F est aussi un Banach. Alors, nous avons la structure complète. Si E est un Banach, E sur F l'est aussi. Je dois juste rappeler que si E est un Banach, F est enfermé dans E, il est aussi un Banach. Mais ce que vous devez retenir, c'est E est un Banach, pour que vous puissiez avoir E sur F est un Banach. Alors, pour cela, je vais utiliser une caractérisation d'un Banach. Je prends un espace vectoriel normé. D'après le cours, nous avons vu que X est de Banach si et seulement si toute série absolument convergente est convergente. Qu'est-ce que ça veut dire une série sigma de Xn absolument convergente? Ça veut dire sigma de norme de Xn converge. Évidemment, ça c'est une série qui converge dans R. Bon, voilà ce que ça veut dire. Donc Banach, c'est si et seulement si toute série absolument convergente est convergente. Donc, si je veux montrer que E sur F est un Banach, il suffit que je montre que toute série qui converge de cette manière, c'est-à-dire absolument convergente, alors elle converge. Je vais montrer, donc avec cette hypothèse, donc je suppose que cette série converge et je vais montrer que sigma de xk chapeau converge dans E sur F. Voilà, donc nous avons cette hypothèse. Très bien. Évidemment, je vais essayer de revenir à E, là où je connais bien E qui est un Banach. Alors, comme on a utilisé tout à l'heure, rappelez-vous la propriété de l'inf avec le C, S, epsilon, T, epsilon, pour toute, si je prends epsilon égale 1 sur 2 à la puissance n, je peux trouver un élément AN de F tel que norme de Xn plus AN est inférieur à norme de Xn chapeau, norme de Xn chapeau, plus ce epsilon 1 sur 2 à la puissance n. Et ceci pour tout n, j'ai un AN. Ainsi, j'ai une suite AN dans F. De cette inégalité, il apparaît que cette série, la série des normes de Xn plus AN, converge. Et donc, la série sigma Xn plus AN est une série absolument convergente dans E. Et comme E est un Banach, d'après ce théorème, donc ce théorème, on va l'utiliser dans E et dans E sur F. Alors, dans E, puisque cette série converge, c'est une série de normes, alors ce qui entraîne, donc cette inégalité entraîne que cette série converge. Or, E est un Banach, donc cette série converge. Dans E. La convergence d'une série, c'est toujours défini grâce au somme partielle. Donc, si je définis Sn est égal à la somme finie de k jusqu'à n de xk plus ak, alors Sn converge vers un élément S dans E, parce que cette série converge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme partielle de cette série converge vers un élément de E que je note S. Très bien. Alors maintenant, si je veux montrer que cette série converge, donc je prends sa somme partielle. Évidemment, je l'appelle Tn. Je peux l'appeler aussi. Non, c'est pas Sn chapeau. Donc je l'appelle Tn, parce qu'il y a ce AK ici. Mais on va savoir comment éviter ces AK quand on passe aux normes. Donc Tn, c'est la somme partielle de la série sigma de xk chapeau. Montrons que Tn converge vers la norme par la classe de S. Et ainsi, nous aurons montré que cette série converge. Bien. Alors, je prends Tn moins S chapeau. C'est, par définition de Tn, c'est la somme de xk chapeau moins S chapeau. Mais d'après la définition de la somme des classes, c'est la classe de la somme, évidemment le moins je l'ai, parce que aussi c'est une somme, c'est plus moins S, donc tout ça c'est la classe de sigma k variant de 1 jusqu'à n moins S. Et je dis que cette norme est inférieure à ça. Ça c'est une norme dans E sur F, et ça c'est une norme dans E. Pourquoi? Parce que cet élément
Et cet élément, la différence entre eux, c'est quoi? C'est ça. Et ça, c'est un élément de F. C'est un élément de F. Hein? Rappelez-vous, AK, les AK, comment nous les avons obtenus? C'est des éléments de F. Cette norme s'élève des normes de tout. Cette norme s'élève des normes de tous les normes de cet élément plus un élément de F. Donc, bien, elle est inférieure à cet élément. Alors, si je regroupe cette somme avec cette somme, je trouve un Sn. Et là, je trouve moins S. Donc, norme de Tn moins S chapeau est inférieure à Sn moins S. Et comme Sn tend vers S, ceci tend vers 0, quelque chose qui est plus petit tend vers 0, ça veut dire que Tn tend vers S chapeau. Voilà. Ceci tend vers 0 parce que, par hypothèse, Sn converge vers S, donc Tn converge vers S chapeau et la série est convergente. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons terminer la correction de cette série avec un dernier exercice qui nous reste et on va commencer la série numéro 2. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bonne préparation pour vos examens. Merci, à la prochaine.